bienvenue à l'Auditorium du Monde. Je suis Jean-Mathieu Sassier. Et au nom du groupe Alpha et CKFI, je suis heureux de votre présence aujourd'hui sur un sujet pas souvent traité autour de l'engagement des représentants du personnel. Sans plus attendre, j'appelle François Deriot, journaliste, ancien rédacteur en chef de la revue Santé au Travail. Bonjour. Qui va animer ce débat pour vous. Merci Jean-Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'étraîner, j'allais dire, cet auditorium du monde parce qu'il est assez récent et c'est la première fois que j'anime un débat dans cette salle qui est magnifique. Et je suis ravi de traiter ce sujet avec vous, effectivement, comme vient de le dire Jean-Mathieu, parce que c'est un sujet un peu caché, y compris pour nous journalistes, c'est-à-dire s'intéresser au travail caché, au travail souvent invisible des représentants du personnel, puis aussi à ce qui va avec, à savoir leur souffrance, les risques psychosociaux. Il n'y a pas que des risques psychosociaux auprès des salariés dont ils s'occupent, il y a aussi malheureusement, on le verra dans les résultats qui vous seront présentés dans un instant, qu'il y a aussi des risques psychosociaux et de la souffrance chez les élus. On essaiera de voir pourquoi. Puis je suis ravi parce qu'avec cette séance, cette manifestation aujourd'hui, on inaugure un partenariat nouveau qu'il y a entre CKFI et le magazine Santé et Travail que j'ai dirigé pendant 35 ans. Ça ne rajeunit pas, puisque CKFI a signé une convention avec Santé et Travail, qui est un journal mutualiste, pour justement rentrer dans le conseil d'administration de la structure qui édite le journal, pour participer à son développement, et on en a besoin. À ce titre, j'espère que vous êtes tous abonnés au magazine Santé et Travail. Sinon, on s'expliquera à la sortie. Voilà. Donc, je suis doublement ravi d'être présent parmi vous et je pense qu'on va passer une très bonne matinée. Alors, pour commencer, il y aura deux séquences. Une première séquence où on va vous présenter les résultats de l'enquête et c'est Amandine Michelon qui a conduit cette enquête et son patron Antoine Raymond qui est responsable, je vais essayer de lire mes notes pour être sûr de ne pas dire une connerie, du pôle études et prospectives du centre d'études et data du groupe Alpha. Et puis ensuite, il y aura des commentaires qui seront faits par un sociologue qui s'appelle Frédéric Rey, qui est prof des universités, et qui est co-auteur d'une note qui m'a envoyée, que je n'avais pas vue dans mes radars, qui a été faite l'an dernier pour la Fondation Jean Jaurès sur la fabrique ordinaire de l'épuisement syndical. Donc on est en plein dans le sujet. Voilà. Alors, Amandine et Antoine, c'est à vous, et puis après, on passera la parole à Frédéric, et puis après, on fera des petits échanges avec la salle. Ne vous installez pas dans un confort d'écoute délicieux lié à la profondeur des sièges, parce que, évidemment, on va vous soumettre à la question, ou plutôt vous soumettrez les gens à la question. Donc, ne vous endormez pas. Voilà. Bonne matinée. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on va commencer par la présentation donc, des résultats. Alors, moi, je ne ferai qu'introduire, c'est Amandine qui va faire la présentation. Donc, les résultats de cette enquête CKFI, Centre Études et Data, que nous avons mené en commun. Donc, CKFI, tout le monde connaît. Vous avez eu la petite vidéo là, qui rappelle quelques étapes un peu indispensables. Le CED, le Centre Études et Data, en revanche, vous connaissez sans doute beaucoup moins. C'est une équipe qui appuie les consultants du groupe Alpha. En fait, en mobilisant et en analysant un ensemble de bases de données, dont certaines sont relatives au dialogue social et à la négociation collective. Ensuite, c'est aussi une équipe qui mène des travaux d'études, de recherche et d'enquête. Et donc, dans ce cadre-là, on avait notamment travaillé sur les sujets de dialogue social, sur une étude sur les représentants de proximité pour le comité d'évaluation des ordonnances. Alors, pourquoi, donc, je vais en venir vraiment au cœur du sujet, pourquoi cette enquête spécifique aux IRP? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est d'abord qu'on a voulu considérer en fait, ce travail de représentation comme un travail. Donc en fait, il s'agit de considérer comme un travail à part entière, même s'il repose sur un engagement de nature différente. Et donc, l'objectif que l'on avait, c'était de décrire la réalité du travail. Et comme tout travail, en fait, on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent. Notamment, ce travail repose sur la mobilisation de ressources et de savoir-faire,
qui sont à identifier, car souvent, ça a été un peu esquissé là en introduction, souvent ces éléments sont invisibles. Ensuite, comme tout travail, il suscite des besoins qu'il va falloir repérer. Et il est exposé à des facteurs de risques psychosociaux, qu'il va falloir mettre en exergue. Et finalement, cette structuration de l'analyse, on s'est dit qu'elle pouvait nous permettre de favoriser, dans un deuxième temps, les échanges, pour identifier des leviers d'action, ce qui veut dire notamment travailler sur des modalités de prévention, ce qui veut dire également repérer des bonnes pratiques qu'on pourra derrière diffuser afin qu'elles se développent. Donc ça, c'était la première raison. Considérer ce travail de représentation comme un travail à part entière. Deuxième raison, c'est le contexte. Le contexte, aujourd'hui, se prêtait à cette enquête parce que, donc je vous rappelle qu'avec les ordonnances Macron, il y a eu donc une fusion donc, des IRP qui a introduit quand même, qui a entraîné une modification sensible des conditions de travail des représentants du personnel. Et donc ça, c'était pour nous un point intéressant à regarder. Deuxièmement, c'est qu'on est arrivé en fait à l'échéance d'un cycle de renouvellement des instances, puisque ça ne se fait pas en une fois, donc le temps que toutes les entreprises passent au CSE, il a fallu quand même quelques années. Et donc une fois que toutes les entreprises étaient passées au CSE, avaient fait un cycle de fonctionnement au CSE, c'était le bon moment pour lancer cette enquête. Et puis, une autre motivation, c'est aussi le fait qu'il y a eu une enquête, qu'on a fait une précédente enquête sur ce sujet-là, il y a une dizaine d'années. Et donc, l'idée pour nous, c'était aussi d'avoir des éléments de comparaison entre ce qu'on avait regardé il y a 10 ans et ce qu'on pouvait voir aujourd'hui. À ce sujet, c'est intéressant de noter qu'on avait il y a 10 ans 3868 répondants à notre enquête, donc des élus de CE et de CHSCT, et aujourd'hui, on en a 3850. Donc ce qui est très bien, parce que quand même, entre-temps, il y a moins d'élus, ne serait-ce que parce qu'il y a moins d'instances. Et du coup, ça dénote pour nous quand même un intérêt et un engouement en fait pour ce travail. Voilà, donc je laisse la parole à Amandine pour présenter vraiment le fond des résultats. Amandine, à toi. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette matinée débat. Je vais essayer dans ma présentation de vous livrer de la façon la plus synthétique possible quelques enseignements de notre enquête. Le premier constat, c'est celui du caractère ambivalent de l'engagement dans un mandat. On a 94% de nos répondants qui se disent fiers de leur rôle de représentant du personnel et 90% qui s'y sentent utiles. Pourtant, 50% des représentants du personnel déclarent penser parfois ou souvent à cesser toute activité de représentation du personnel. Dit autrement, vous êtes la moitié à exprimer une forme de lassitude de ce rôle de représentation du personnel, alors même que votre travail sert les salariés et sert l'entreprise. Pourquoi ? En fait, on a deux dynamiques qui s'opposent. D'un côté, un engagement fort et d'un autre, des points de tension majeurs. D'un côté, un engagement fort qui est vecteur de sens au travail, qui est source de fierté, puissant facteur d'intégration dans l'entreprise et aussi parfois en dehors de l'entreprise, et qui est source de montée en compétences. Mais d'un autre, cet engagement n'est pas neutre. L'enquête fait ressortir des contraintes particulières de temps et de moyens, des facteurs de tension, des situations d'exposition à des risques psychosociaux, et puis un frein, le sentiment que son mandat constitue un frein dans sa carrière professionnelle. Différentes dimensions de l'engagement ont un impact sur le ressenti global de nos répondants. Le temps alloué au mandat, les moyens alloués au mandat, la formation de nos répondants, les rapports sociaux, les contextes
dans lesquels s'exerce ce mandat, et puis les caractéristiques à la fois des mandats, c'est-à-dire le nombre de mandats exercés, le type de mandat exercé, et les caractéristiques des personnes qui exercent ce mandat, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le secteur d'activité, la taille de l'établissement auquel on appartient, etc. Dans cette présentation, je vais du coup essayer de balayer ces différentes dimensions en les illustrant par quelques chiffres. Tout d'abord, la question du temps. Le premier constat de cette enquête, c'est que la gestion du temps peut poser des difficultés dans la conciliation de son mandat avec son activité professionnelle et parfois même la conciliation de son mandat avec son activité personnelle, avec sa vie personnelle, pardon. 50% des représentants du personnel considèrent ne pas disposer de suffisamment de temps pour exercer leur mandat. Pourtant, ils sont un peu plus nombreux, 64%, à déclarer utiliser leur temps personnel pour exercer leur mandat, souvent ou toujours. Et ce décalage, il traduit bien l'importance que prend l'engagement militant dans la vie d'une personne au quotidien. Sur la question du temps, on a 3 éléments qui distinguent nos répondants: la taille de l'établissement, le genre du répondant et le nombre de mandats exercés. Dans les entreprises, les plus grands établissements, les représentants du personnel sont plus satisfaits du temps alloué à leur mandat que dans les plus petits établissements. Les femmes sont plus insatisfaites du temps à leur disposition que les hommes. Et enfin, les représentants du personnel qui exercent plusieurs mandats rapportent plus de difficultés à concilier ces mandats avec leur vie professionnelle et personnelle que ceux qui n'en exercent qu'un seul. Et plus le nombre de mandats est élevé, plus les répondants déclarent utiliser leur temps personnel. Si on s'intéresse à la question des moyens, la première problématique qui apparaît, c'est celle du nombre de représentants du personnel disponibles pour représenter les salariés. 50% de nos répondants considèrent que le nombre de représentants du personnel est insuffisant pour exercer les mandats de manière satisfaisante. Et cette insatisfaction, elle est d'autant plus présente chez les délégués syndicaux, les représentants de proximité, les élus au CSE central, les personnes qui exercent plusieurs mandats et les personnes qui avaient déjà exercé un mandat avant le passage au CSE. Donc évidemment, dans ces questions, on devine en creux les effets du passage au CSE avec une dégradation de la satisfaction sur ces questions de nos répondants entre 2014 et 2024. Mais quand on s'intéresse de plus près à la question des moyens, on remarque aussi que le sujet des moyens matériels, cette fois-ci, a aussi connu une dégradation entre 2014 et 2024, avec 32% des représentants du personnel qui déclarent un manque de moyens matériels en 2024, contre 22% en 2014. Voilà, donc ces 2 premiers résultats font apparaître des contraintes de temps et de moyens sur les mandats et sur l'engagement, mais l'enquête permet aussi de faire ressortir des ressources qui s'offrent aux représentants du personnel dans leur engagement. Et en premier lieu, la formation de ces représentants du personnel qui apparaît comme une ressource vraiment très largement investie. Donc vous le voyez, 70% de nos répondants qui indiquent avoir suivi une formation sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, et 66% sur les sujets économiques. 87% de nos répondants qui indiquent avoir une vision claire de leurs prérogatives. Et on remarque aussi dans les résultats de notre enquête une amélioration des réponses sur ces questions de formation et sur la perception de son niveau de connaissance entre 2014 et 2024. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'adhésion syndicale et le syndicat apparaît vraiment comme une véritable ressource ici aussi, puisque les répondants syndiqués déclarent avoir de meilleures connaissances
ou en tout cas se sentent plus satisfaits de leur niveau de connaissance que les répondants non syndiqués. Du coup, ce constat, il pose évidemment la question du rôle du syndicat dans l'accompagnement et dans la formation des représentants du personnel. Et cette question, elle est d'autant plus essentielle qu'une majorité de nos représentants du personnel se sent isolés dans l'exercice de son mandat. 53% de nos répondants indiquent se sentir isolés dans l'exercice de leur mandat, et il n'était que 39% en 2014. Donc ici aussi, on constate une dégradation du ressenti sur cette question sur les 10 dernières années. Ce sentiment d'isolement, il est d'autant plus important à prendre en compte qu'il peut rendre plus critique certaines situations traversées. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est d'où vient cet isolement ? Et cette question, elle nous amène évidemment à nous intéresser aux rapports sociaux qu'entretiennent les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat. Donc, on va s'intéresser à la fois à leur rapport avec les salariés, mais aussi les autres représentants du personnel, mais aussi les membres de son propre syndicat, les membres des autres syndicats et, bien entendu, la direction. Sur les rapports avec les salariés, ce qu'on observe, c'est que les relations sont très largement considérées comme bonnes. Il en va de même pour les rapports avec les autres représentants du personnel, notamment avec les membres de son propre syndicat. Ici encore, l'adhésion syndicale apparaît comme une vraie ressource pour les représentants du personnel dans leur quotidien, avec une très large majorité de nos répondants qui déclarent se sentir soutenus par son organisation syndicale. En ce qui concerne la direction, on a 56% de nos représentants qui considèrent avoir de bonnes relations avec la personne en charge de la présidence de leur IRP, et 63% avec leur responsable hiérarchique direct. Mais dans le même temps, on a 20% de nos répondants qui considèrent que leurs propositions ne sont pas prises en compte par la direction, et 54%, c'est-à-dire quand même un peu plus de la moitié, qui considèrent que l'exercice de leur mandat nuit à leur carrière professionnelle. Et le contexte dans lequel s'exerce le mandat a vraiment un impact majeur à la fois sur ces rapports sociaux qu'entretiennent les représentants du personnel avec les différents acteurs de l'entreprise, mais aussi, évidemment, a fortiori, sur l'engagement de nos représentants du personnel. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a quand même une forte exposition à des situations que l'on a nommées complexes, disons, juridiquement, techniquement ou émotionnellement. Donc vous le voyez, 71% de nos répondants en 2024 qui déclarent avoir été confrontés à une situation de violence psychologique, 50% avoir accompagné des salariés en procédure de licenciement individuel sur les 2 dernières années, 35% déclarent avoir subi une réorganisation ayant un impact sur l'emploi. Dans le même temps, ce qu'on remarque, c'est aussi une légère baisse de la prévalence de ces situations entre 2014 et 2024, à l'exception des 2 dernières, l'accompagnement des salariés en procédure de licenciement individuel et les situations de conflictualité collective. L'enquête nous montre aussi que l'activité de représentation du personnel s'accompagne de fortes exigences émotionnelles avec des conflits de valeurs qui peuvent parfois apparaître pour 38% de nos répondants et le fait de devoir cacher ces émotions, parfois ou souvent dans le cadre de leur mandat, pour 79% de nos répondants. Mais l'enquête, elle fait aussi ressortir des ressources que vous avez compris, je pense, en filigrane tout le long de cette présentation et que l'on souhaite mettre en débat aujourd'hui. Donc le travail en collectif, l'adhésion syndicale, les relations avec les salariés et bien entendu la formation.
Et notre enquête, elle montre aussi des bonnes pratiques de l'organisation, des appuis externes et des outils sur lesquels peuvent s'appuyer les représentants du personnel et qui vont servir de moteur et de soutien à l'engagement tout au long de leur mandat. Donc ces bonnes pratiques, ça peut être par exemple la mutualisation des heures de délégation. Ça peut être la systématisation des entretiens de début de mandat qui permettent une meilleure conciliation, ou en tout cas de prévoir la conciliation entre le mandat et la vie professionnelle. Ça peut être aussi des échanges réguliers au sein de la section syndicale ou en amont et en aval des réunions de CSE qui permettent la mise en commun, y compris sur plusieurs sites par exemple, de revendications, de stratégies, de problématiques communes, etc. On a ensuite des questions d'organisation qui se posent, et donc là on peut observer par exemple une répartition des tâches entre élus qui suit des spécialisations, des compétences, des préférences de chacun. Et puis les représentants du personnel peuvent aussi compter sur des appuis externes qui peuvent être institutionnels, l'inspection du travail, la médecine du travail, qui peuvent être juridiques, les cabinets d'avocats, ou qui peuvent être spécialisés, les cabinets d'expertise. Et enfin, on remarque quelques outils, des tableaux de suivi et d'organisation des heures de délégation, des rapports d'inspection du travail, de la médecine du travail, d'expertise, etc. Voilà, donc ce ne sont que des exemples que l'on souhaite partager avec vous aujourd'hui et puis mettre en débat pour avoir vos retours, vos perspectives, vos réactions et que les interventions suivantes vont creuser. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Amandine. Je vais passer la parole maintenant à Frédéric Ray, donc je l'ai indiqué, il est sociologue, prof des universités et auteur d'une note pour la Fondation Georges Jaurès, la fabrique ordinaire de l'épuisement syndical. Je vais citer une phrase qui m'a beaucoup touché. L'écart entre la beauté des objectifs et le réalisme des moyens contribue au malheur militant. Voilà, vous avez 3 heures, comme on dit, mais vous n'avez pas 3 heures, hein, je suis désolé, mais 10 minutes maxi. Bien, merci beaucoup, je vais essayer de faire aussi bien que la présentation d'avant dans le respect du temps. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation et puis pour l'organisation de cette matinée et surtout pour l'enquête en fait, qui est à l'origine de cette matinée, puisqu'elle nous apporte des enseignements précieux sur un sujet qui a été évoqué comme étant méconnu et par certains aspects on pourrait dire un peu tabou aussi, et qui nous intéresse beaucoup, nous en tant qu'universitaires. En tout cas, je vais en dire quelques mois après, sur un gros programme de recherche qu'on lance actuellement sur le sujet. Donc je suis ravi d'être là avec vous pour bénéficier des résultats de votre enquête et puis pouvoir me projeter aussi dans des travaux à venir sur ce thème-là. Alors je vais juste compléter aussi la présentation de notre maître de cérémonie pour citer mes institutions d'appartenance, c'est important, c'est les sponsors. Donc je suis professeur au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers. Je suis co-directeur du laboratoire LISE. Alors, le laboratoire LISE, c'est une unité mixte de recherche du CNRS et du CNAM qui regroupe une centaine de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur le travail, sur les politiques sociales, sur les questions de genre et de discrimination. C'est important pour moi de pouvoir aussi vous présenter ces éléments d'appartenance institutionnelle et vous dire aussi que ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur les questions syndicales, notamment en lien avec l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et la CFDT, de manière privilégiée. Alors, peut-être pour la dizaine de minutes dont je dispose, je voudrais revenir sur quelques points relatifs aux enjeux. Ensuite, quelques réactions par rapport aux résultats qui ont été présentés. Et si j'ai le temps, revenir sur ce projet de recherche sur la question de la santé des représentants du personnel qu'on va lancer dans quelques mois. Alors sur la question des enjeux, rappelez quand même, je pense qu'on en est tous et toutes convaincus ici, mais c'est important à mon sens de le signaler, que cette question de la santé des élus, c'est un enjeu essentiel, majeur pour la démocratie sociale. Et qui pourtant, on l'a évoqué tout à l'heure, est relativement méconnu. Dans le monde universitaire et académique, il a été
complètement ignoré. Il y a peu de travaux, voire aucun, qui a été consacré à ce sujet. C'est dire aussi l'importance de l'enquête CECAFI de 2014 et 10 ans après 2024, puisque en termes de ressources sur ce sujet-là, on est très ignorant. Donc on manque de données produites par le monde de la recherche. Et puis dans le monde syndical, voilà, on sait que cette question elle a pu longtemps être aussi marginalisée, taboue, ou en tout cas également pour partie ignorée. Alors l'environnement, on en a parlé, hein, on est dans un monde qui a été, par rapport à l'univers syndical, particulièrement bousculé par une succession de réformes qu'on pourrait considérer comme étant des réformes libérales, hein, depuis les années 80, qui ont tenté de moderniser ou rationaliser le dialogue social et qui a profondément reconfiguré les conditions d'exercice des mandats et de la représentation du personnel. Autour de ces politiques publiques, on a aussi un monde du travail qui s'est profondément transformé, alors de manière accélérée depuis la crise sanitaire de la Covid, mais on a vu aussi la généralisation du télétravail, la généralisation, la démocratisation du capitalisme de plateforme, l'ubérisation, aujourd'hui l'intelligence artificielle, et de tout ce que nous on a traité au laboratoire LISE sous le label des zones grises du travail et de l'emploi qui commencent à prendre une place extrêmement importante à côté dans le salariat et qui interroge finalement l'exercice des mandats aussi par la transformation même du travail dans les entreprises. Tout ça n'est pas sans effet sur l'exercice du mandat et ça a motivé le programme de recherche dont je parlerai en conclusion de ma présentation, qui réunit une dizaine de chercheurs. On est une petite équipe à avoir lancé ce programme, qui est un programme qu'on a appelé syndicaire, voilà, pour prendre soin du syndicalisme en quelque sorte, et s'intéresser aux conditions d'exercice des mandats, avec une attention toute particulière, bien sûr, à la question de la santé des élus. Donc on est complètement dans le thème de notre matinée. Il y a des similarités qui sont très fortes avec le travail qui a été réalisé par CECAFI, puisqu'il s'agit de prendre au sérieux la question du travail syndical, ou en tout cas de prendre la question de l'exercice des mandats comme un travail, et de l'étudier en tant que tel, hein, le travail de représentation, et puis de s'interroger sur ce qu'on a voulu mettre un peu en avant dans la note qui a été évoquée par François tout à l'heure, qu'on a coécrit Cécile Guillaume et moi sur la fabrique ordinaire de l'épuisement syndical. La tension entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler le métier, c'est-à-dire les conditions concrètes, le travail réel, les conditions concrètes d'exercice de la représentation du personnel, et la vocation, c'est-à-dire aussi la manière dont cet exercice-là a pu être à un moment représenté chez les élus, et comment cette distance entre le métier et la vocation peut être génératrice justement de risques psychosociaux, de stress, de mal-être dans l'exercice de son mandat. Alors, je passe à la deuxième partie de ma présentation, qui est une réaction aux résultats qui ont été présentés. Alors, heureusement et malheureusement, on partage le même diagnostic. C'est-à-dire que si on se réfère à une étude qui a été pilotée par Cécile Guillaume et qui s'appelle Parlons Engagement, dont les résultats sont accessibles en ligne, vous pouvez tout à fait aller regarder justement ce qui est ressorti de cette étude réalisée par Cécile Guillaume pour l'IRES et la CFDT. L'engagement continue d'être un vecteur privilégié de sentiment d'utilité, de fierté. Donc on retrouve cet aspect positif finalement de l'engagement militant, la montée en compétences, ce qui pose la question, mais je n'ai pas le temps de le traiter, de la reconnaissance des parcours militants. Je sais qu'il y a des personnes dans l'auditoire qui sont spécialistes de ces problématiques-là. Donc l'enquête par l'engagement, c'est 24 000 répondants, 19 000 syndiqués, à qui on a posé la question des différentes dimensions de l'engagement, de leur engagement syndical, mais pas seulement. Donc il y a ce sentiment d'utilité, de fierté. 80% trouvent que l'engagement est gratifiant, que ça les rend plus optimistes, plus libres. 74% décrivent l'engagement comme une belle expérience. Et c'est encore plus le cas quand on s'intéresse seulement aux élus du personnel. Ils sont 90%. Donc on retrouve à peu près les chiffres de CECAFI à estimer que c'est une belle expérience de représenter ses collègues salariés avec un mandat
d'élus du personnel. Alors, cette médaille, elle a un revers, et ça a été aussi évoqué, c'est le sujet de la matinée, hein, c'est la dégradation des conditions d'exercice des mandats. J'ai eu la chance de piloter une étude aussi pour l'IRES et la CFDT sur les effets des ordonnances de 2017 sur le dialogue social en entreprise. On a essayé de synthétiser dans le titre l'essentiel des enseignements de cette étude, qui a porté sur 1080 répondants, auprès plutôt de délégués syndicaux, plutôt de grandes entreprises. Donc on peut dire le noyau dur de notre modèle de représentation collective. Et donc, l'enseignement qu'on a synthétisé, c'est que les effets des ordonnances de 2017, c'est un affaiblissement de la démocratie sociale en entreprise. Ce que nous disent les élus, c'est que 2/3 d'entre eux, en tout cas, estiment que les ordonnances travail ont rendu leur mandat plus difficile. Ils sont une toute petite minorité, seuls 2% à estimer que ces ordonnances leur ont facilité la tâche. 1/3 estiment que les ordonnances ont appauvri leur activité syndicale. Et 60%, c'est exactement les mêmes chiffres que pour l'enquête CECAFI, les mêmes chiffres que le baromètre de 2019 du Défenseur des droits sur la discrimination syndicale. 60% estiment que le mandat leur a porté préjudice dans leur évolution professionnelle. Donc on voit justement comment aussi cet engagement peut être générateur de stress, de risques psychosociaux, d'épuisement, si on en paye un prix trop élevé en termes de carrière professionnelle. Ce qu'on a repéré avec Cécile en préparant cette matinée, par rapport aux résultats de l'enquête CECAFI, qu'on avait un peu moins repéré, nous, dans nos travaux, c'est peut-être ce sentiment d'isolement qui a été mis à l'honneur dans l'une des diapositives. 53%, donc une majorité des répondants estiment qu'ils se sentent isolés, ce qui est un peu paradoxal quand on s'engage dans de la représentation collective, quand on s'engage dans des collectifs militants. Ce sentiment d'isolement qui est un point, nous, qu'on va du coup mettre à notre agenda de recherche pour les années à venir. Alors, on peut faire des hypothèses. Est-ce que la professionnalisation a été un des ressorts de ce sentiment d'isolement? Le manque de vocation aussi, peut-être. Et c'est vrai que dans certaines sections, il peut y avoir une vie collective qui peut sembler aujourd'hui peut-être appauvrie du fait de cette augmentation aussi des responsabilités, de la technicité des dossiers, de la charge de travail, en fait, qui va contribuer à isoler et réduire finalement le temps convivial, le temps militant, les solidarités collectives. Ce qui nous a interpellés aussi et qui a interpellé les auteurs de l'étude, c'est cette exposition extrêmement importante à la violence psychologique qui pose des vraies questions, comment on l'accompagne, comment on se forme à être partie prenante de cette violence, comme accompagnateur, accompagnatrice, comme personne qui va être à l'écoute, et de gérer ce coût émotionnel. Alors moi, il se trouve que dans mes activités d'enseignant, je forme des travailleurs sociaux, et les travailleurs sociaux, on les forme avec de nombreuses heures de formation à des outils qui visent à les préserver dans leurs relations avec des publics qu'ils doivent accompagner et qui sont dans des situations difficiles, parfois urgentes ou dramatiques. Et on peut faire l'hypothèse que les élus du personnel dans les entreprises, on l'a vu, doivent accompagner des licenciements, doivent accompagner des plans de sauvegarde de l'emploi, doivent faire face à des situations de violence, de harcèlement, de burn-out chez les salariés, qui peut finir par les fragiliser s'ils ne sont pas correctement outillés. Alors parmi les développements possibles qu'on souhaiterait nous peut-être pointer par rapport à l'étude, qui a aussi été mis en avant, c'est l'importance de contextualiser en fait ces données, regarder de manière peut-être plus précise par secteur, par taille d'entreprise. Donc on imagine qu'il y a énormément de façons d'entrer à un niveau plus fin d'enseignement sur ces grands chiffres qui nous donnent des moyennes un peu générales sur les taux de réponse. L'étiquette syndicale, elle peut être aussi intéressante à prendre en compte pour décoder l'expérience du mandat. Elle peut jouer aussi beaucoup sur des effets de discrimination ou de stigmatisation. Et puis sur les vécus émotionnels qui sont extrêmement intéressants à approfondir. Donc l'importance de contextualiser en quelque sorte ces questions d'expérience des mandats avec une approche qu'on va travailler de façon sociologique à une échelle aussi peut-être plus individuelle. Je vais terminer et conclure ma présentation en vous présentant en quelques mots ce programme syndicaire donc, qui va démarrer à partir de janvier 2025
Et on va profiter des travaux de ces CAFI pour justement nous alimenter dans notre programme de recherche. Syndicaire, c'est un programme international qui va mobiliser donc une équipe d'une dizaine de chercheurs, je l'évoquais tout à l'heure, au Québec, en France, en Belgique et au Royaume-Uni, pour traiter cette question des effets de l'engagement militant et syndical sur la santé des représentants du personnel, en ayant une approche plus qualitative, moins quanti, en donnant la parole aux élus, en s'intéressant au vécu et aux représentations de ce vécu dans deux secteurs, le transport et la santé, dans différentes organisations syndicales. Et puis, du coup, en privilégiant les témoignages, en privilégiant les récits de vie, pour essayer de mieux comprendre de façon très fine les processus complexes, on l'a vu, on imagine multidimensionnels, de fragilisation et d'exposition aux risques psychosociaux, pour essayer de trouver des façons de les prévenir. Vous avez terminé avec une note positive sur les ressources qui sont envisageables, et on espère bien sûr avec cette étude contribuer avec un programme académique d'universitaire à identifier des ressources pour prévenir justement ces risques psychosociaux dans l'exercice des mandats. L'enjeu étant celui, on l'a dit, de la vitalité de notre démocratie sociale. Merci Frédéric Rey. Oui, c'est pas très réjouissant, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions à nos trois intervenants, soit sur l'enquête elle-même, soit... Alors, j'en prends pas beaucoup, mais une, madame, allez-y. Amandine, vous répondez, ou Antoine? Juste une petite réaction rapide. Effectivement, la question n'avait pas été posée en 2014, mais on peut faire la supposition que ce type de sujet a été mis sur le devant de la scène un peu plus récemment, et donc on pourrait voir une augmentation de la prévalence de ces situations. En tout cas, vous êtes d'accord que ce chiffre est quand même très... Et ce chiffre est effectivement assez choquant, et nous a interpellés, nous aussi, bien sûr. Sur votre première question, juste pour préciser rapidement, avant de laisser la parole à Frédéric, le secteur public fait aussi partie de notre enquête, dans une plus faible proportion évidemment, mais on a aussi des données sur le secteur public. Voilà. Frédéric? Oui, alors sur notre projet de recherche, on s'est plutôt concentré sur la dimension privée. Voilà, c'est vrai que le secteur de la santé, des transports, on a choisi nos deux secteurs avec le transport plutôt industriel masculin, le secteur de la santé plutôt tertiaire féminisé. Dans le secteur de la santé, on va pouvoir trouver du public, mais c'est vrai qu'on a plutôt un prisme du privé, sachant, malheureusement, sachant que, je ne devrais pas dire ça, le privé fait un peu office de laboratoire de ce qui arrive quelques années après dans le public en termes de réformes. Comme par exemple la suppression du CHSCT, voilà. Voilà, et c'est des univers... bon. Donc, oui, mais priorité d'abord au privé pour l'instant. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on en discutera. Alors, je prends un monsieur et après on passe. Gardez vos questions, vous les aurez pour la table ronde, parce que sinon il n'y aura plus de questions pour la table ronde, et même la table ronde ne pourra pas se tenir. Donc ça va être compliqué. Monsieur. Alors, notre enquête, elle touche tout type de taille d'entreprise. Nous, on a ventilé les données par tranche de 300 salariés, et on a à peu près un tiers de nos répondants qui appartiennent à des établissements de moins de 300 salariés, un tiers à des établissements entre 300 et 999 salariés, et un tiers dans des établissements... C'est représentatif par rapport à la... Non, c'est pas... on est d'accord. C'est pas représentatif par rapport aux données nationales. Voilà.
des représentants du personnel. Évidemment, c'était une enquête CECAFI, donc qui est Oui, ça suppose des gens qui connaissent le cabinet et donc qui, les moins de par 5 exemple, ans. fait des expertises et donc c'est plutôt des entreprises importantes. Mais c'était aussi une enquête Ah, qui bien. n'avait pas vocation à être représentative, mais plutôt à donner un état des lieux. Merci. Moi, j'ai une Merci. question et puis après, on passe à la seconde séquence avec la table ronde. Une chose peut-être qui constitue un biais, je ne sais pas si je n'ai pas souvenir que vous l'ayez présenté, parce que vous ne pouvez pas présenter toutes les données, mais il y avait 44% des répondants qui étaient cadres. Est-ce que ça... Alors c'est peut-être une surreprésentation par rapport à ce qui se passe si on prenait les statistiques nationales des représentants du personnel. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui explique la difficulté, par exemple, à concilier le mandat, l'engagement du mandat et le travail qui est fait pour les cadres? On imagine que pour d'autres catégories, c'est un peu différent, quoique, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Effectivement, c'est aussi une question qu'on s'est posée. J'imagine. Mais comme vous dites, quoique, tout simplement parce que donc, voilà, dans notre enquête, les catégories socio-professionnelles ne sont pas équitablement réparties et on a une surreprésentation des cadres qui répondent à notre enquête. Néanmoins, quand on ventile les données sur la conciliation du mandat avec la vie professionnelle, on se rend compte que cette question touche à la fois les cadres, mais aussi Et les non-cadres. les non-cadres, les employés, les TAM et puis les ouvriers. Bon, évidemment, ce sont des données à prendre avec des pincettes ici, mais c'est quand même un constat qu'on fait malgré cette histoire de formation. C'est corroboré par ce que vous avez vu dans d'autres types d'enquêtes où en plus il y a beaucoup plus de répondants. Oui, alors après les enquêtes, elles récupèrent les réponses des représentants du personnel là où ils sont. On sait qu'ils sont plutôt dans les grandes entreprises, Oui. donc forcément Oui, il y a ce biais. on a ces effets-là. Mais moi je terminerai peut-être sur votre intervention. C'est vrai que ça, l'intérêt du parcours, c'est pour ça que nous on veut donner de l'importance au récit de vie, pour justement voir en dynamique comment s'est construit la carrière syndicale et comment finalement cette construction de carrière, elle peut plus ou moins surexposer les personnes à des environnements, et à des risques psychosociaux ou à des risques de santé. Et c'est vrai que parmi les dimensions, être cadre ou ouvrier, c'est pas pareil, être dans des entreprises en développement ou en récession, c'est pas pareil, etc. Le sexe, le genre, la couleur de peau, il y a énormément de dimensions qui sont importantes à prendre en considération pour essayer de comprendre ce phénomène. Bien. Si je peux rajouter un très rapide mot là-dessus. Un mot. Sur notre enquête interroge aussi les raisons de l'engagement des Ce représentants qui répond à la personnels. question de madame. Et les résultats préliminaires qu'on peut partager ici, c'est que ces raisons sont avant tout tournées vers le collectif. Et très peu pour se protéger soi-même, pour devenir salarié protégé, comme on peut aussi l'entendre parfois dans les discours médiatiques. Voilà. Merci à tous les trois. Alors Amandine, on vous garde avec nous dans la table ronde. Frédéric et Antoine, on vous remercie, mais vous restez pas très loin parce que vous serez peut-être interrogés. Donc on peut les applaudir, oui. Je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai pas donné la parole. Vous serez prioritaires dans les débats sur la table ronde. Et puis j'appelle pour cette table ronde donc Karen Gournet. Vous êtes secrétaire confédérale Force ouvrière. Vous êtes occupé du secteur de la négociation collective et de la représentativité. Donc prenez n'importe quel siège, voilà. Moi, du coup, je vais me mettre là. Je vais garder ma place parce que sinon, je sens que je vais rester debout. Voilà. J'appelle Marie-Pierre Pirlot, qui est médecin du travail, qui a été médecin du travail coordinateur dans une grande entreprise qu'elle a quittée la semaine dernière, ou même lundi, hier, avant-hier, voilà, mais qui reste médecin du travail. C'est quelle grande entreprise, on peut le dire? Orange. Donc les risques psychosociaux, a priori, vous avez une certaine expérience, on va dire. Voilà. Hervé Lanouzière, vous êtes directeur de l'Institut national du travail et de la formation professionnelle. Donc c'est l'institut qui forme les inspecteurs du travail. C'est situé à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Et vous avez été précédemment directeur général de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous avez commencé votre carrière comme inspecteur du travail, donc à l'école où vous formez aujourd'hui vos confrères et consoeurs.
Et puis vous avez pas mal traîné dans les locaux de la DGT, la Direction Générale du Travail. Vous êtes aussi occupé de risques psychosociaux, si ma mémoire est bonne. Et puis François Cochet, directeur des activités santé-travail à CECAFI, également président de la FIRPS, la Fédération des intervenants en prévention des risques psychosociaux, et également membre du comité de rédaction de Santé et Travail. C'est dire si on se connaît bien tous. Voilà. Eh bien, on va commencer par vous, Madame Gournay. Quand on a préparé cette séquence, donc je précise que j'ai eu chacun des intervenants pour un peu discuter avec eux et préparer les questions, vous m'avez dit, pour moi évidemment, ce n'est pas une surprise, ces résultats. Et ça corrobore un peu, ça va s'allumer tout seul, vous allez voir, ça corrobore un peu tout ce qu'on voit, les remontées qu'on a de nos militants, etc. Donc dites-nous. Oui, bonjour, effectivement. Le diagnostic est également partagé par Force Ouvrière, c'est-à-dire qu'il vient confirmer ce que nous dénoncions lors des réformes successives et notamment des ordonnances Macron, qu'il s'agisse de la question relative au manque de temps, qu'il s'agisse de la question de l'utilisation du temps personnel, de la difficile conciliation de l'activité professionnelle et du mandat, mais également de la baisse de moyens humains et matériels. Là, pour le coup, on fait le constat totalement similaire. Après cela, il y a quand même, sur la question donc de la souffrance des élus, on a un ressenti à peu près similaire, mais qui s'avère grandissant en effet d'année en année, en sachant que on n'a pas érigé le sujet comme un tabou au sein de nos organisations syndicales. Simplement, on est, je crois, davantage mis en condition d'être en permanence ces dernières années, et depuis un sacré moment maintenant, d'être en réaction plutôt que de pouvoir être en prévention. Et il est vrai que ce contexte politique, social, économique, sociétal nous amène non pas à vouloir mettre la poussière sous le tapis, mais à devoir excessivement prioriser et du coup à avoir peu de temps ou en effet peu de place à la réflexion sur les conditions dans lesquelles nos élus exercent leur mandat représentatif. Vous me disiez, la situation est aussi paradoxale par rapport au manque de temps. Donc ça, de toute façon, dès l'instant qu'on discute avec des représentants du personnel, c'est toujours ce qui ressort. Mais vous dites en même temps, quand on fait le bilan, souvent, ils ne prennent pas toutes leurs heures de délégation. Donc il y a quand même un paradoxe. Et ce paradoxe, il n'est pas forcément... alors d'abord, comment vous l'expliquez? Puis il peut être gênant, parce que si vous demandez des moyens supplémentaires à l'employeur, par exemple pour négocier un accord plus favorable, il va vous dire, regardez, moi j'ai fait le bilan, surtout avec maintenant les systèmes d'enregistrement électronique, on sait combien les gens prennent d'heures, c'est assez facile. Et donc il dit, non, les gens ne prennent pas toutes leurs heures, donc ne me parlez pas de l'empiètement sur la vie personnelle, etc., puisqu'ils n'utilisent pas toutes leurs heures de mandat. Oui, effectivement, c'est un constat que nous avions pu faire qui semble assez paradoxal, parce que ça va également quand même dépendre aussi de l'effectif, bien sûr. Évidemment, de l'entreprise, mais on a pu constater que dans certaines entités, nos élus n'utilisaient pas ou ne déposaient pas l'intégralité de leurs heures mensuelles de délégation, et qu'évidemment, comme vous le disiez, il est compliqué d'aller négocier un reliquat complémentaire la fois d'après si elles ne sont pas posées. Donc c'est un des premiers conseils que l'on donne, notamment dans le cadre des formations ou dispensons à l'égard de nos élus, c'est prenez vos heures. Quoi qu'il arrive, elles trouveront à servir et à servir un sujet relevant des prérogatives qui vous incombent. C'est pas la question. Alors on a un peu de mal à analyser les raisons du pourquoi, et on a quand même tendance à considérer qu'on est quand même face, et on en parlait ensemble lorsqu'on a préparé ce sujet, on est quand même face à une difficulté qui est aussi probablement la reconnaissance finalement de l'engagement militant et du fait syndical dans l'entreprise. Et on en est toujours là.
C'est-à-dire que quand bien même on a des textes qui visent à préserver le niveau de rémunération des élus, quand bien même il existe des textes qui visent potentiellement à s'assurer qu'une carrière professionnelle puisse continuer à se dérouler, quand bien même il y a en tout cas une législation qui s'est voulue protectrice finalement de l'élu dans le cadre de l'exercice de son mandat, on se rend bien compte que malgré tout, dans la pratique et dans les faits, il y a une difficulté à reconnaître la place de l'engagement militant au sein de l'entreprise. Et de ce fait, on a aussi, et je pense que c'est un pendant, mais c'est également une des raisons, on a aussi une population donc engagée dans un mandat, qui pour autant n'est pas totalement déchargée de son activité professionnelle et qui va avoir l'envie, finalement, de ne pas léser l'un pour se charger de l'autre et inversement. Ce qui fait qu'on a aussi ce dilemme qui est extrêmement pesant et qui constitue une forte charge mentale sur l'élu, qui est de savoir à quel moment, y compris parce que je ne veux pas que mes collègues viennent compenser finalement mon absence et le fait que je ne peux pas en cette période exécuter mes tâches, à quel moment finalement je peux me permettre de poser ces heures. Ouais, d'autant plus que ça peut aussi s'expliquer par le fait que, si j'ai bien vu, mais je parle sous le contrôle d'Amandine, le fait que les salariés engagés comme un mandat, souvent ils utilisent leur temps personnel. Alors ils ne vont pas poser des heures alors qu'ils font sur leur temps personnel. Contre nous, ce serait quand même... Et je pense que c'est le plus gros levier. Ouais. Le plus gros levier. C'est-à-dire qu'en plus, le process, parfois, dans certaines boîtes, pour déposer et prendre ces heures de délégation est tellement lourd qu'en réalité, on a de toute façon le téléphone portable de l'élu qui sonne du matin jusque tard dans la nuit. Et de toute façon, par exemple, la dernière fois, c'était un camarade de chez Coca-Cola qui me disait que donc lui, il est simple représentant de proximité, mais dans la mesure où maintenant la représentation du personnel est extrêmement centralisée, ils ont voulu essayer de compenser au niveau de l'échelle territoriale par des représentants de proximité. Ils me disaient, mais de toute façon, mon téléphone, il sonne du matin jusque tard dans la nuit et je dispose de 8 heures de délégation par mois. Donc en fait, à quoi bon ? Voilà, donc je pense que malheureusement, et c'est aussi un sujet, il n'y a plus de frontières entre l'engagement militant et la vie personnelle. Dernier point, et puis après je repasserai la parole à la salle, en priorité aux gens qui ont pu s'exprimer. Comment faire face? Alors, vous avez quand même été vous aussi surpris mais surpris pas tant que ça, par le nombre d'élus exposés aux risques psychosociaux, en tout cas à la souffrance des autres, avec une violence, etc. 71%, je rappelle le chiffre. Et comment on peut faire face, vous, en tant que responsable d'une organisation syndicale? Bon, il y a la revendication, le fait évidemment de redonner des moyens, de changer, de revenir sur les ordonnances Macron, ça, on l'a bien compris, mais par rapport à la formation, par rapport à la protection ou à l'engagement du mandat, qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous envisagez de faire, vous, en tant que responsable syndical à l'UFO? Nous, à Force Ouvrière, on va continuer d'accompagner, évidemment, de soutenir, de former. Et ce qui me soulage quand j'entends quand même cette étude, c'est le fait qu'on voit bien que du coup, le représentant du personnel qui est syndiqué se sent moins isolé et plus soutenu. Voilà. Bien, oui. Heureusement, ouf, j'ai envie de vous dire, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait à côté de la plaque et qu'on arrive à accompagner la plupart de nos élus et de nos militants. Je pense que le problème essentiel, en fait, ne trouvera pas forcément sa solution dans le cadre de notre action directe. Parce que, principalement, je pense que l'élu qui est en souffrance dans l'exercice de son mandat, l'élu qui est usé par l'exercice de mandat, c'est un élu qui est réduit à l'impuissance. Je pense que c'est le premier facteur de souffrance de l'élu, outre la question d'être le réceptacle de violences psychologiques. On va en parler avec le médecin du travail. Donc je laisserai ce sujet au médecin du travail, qui d'ailleurs a la compétence pour pouvoir y répondre de manière plus précise. Mais à partir de ce constat, il convient du coup de rééquilibrer finalement les moyens de l'élu dans le cadre de l'exercice de son mandat face à la direction qui prend des décisions et qui met potentiellement en péril la santé et la sécurité des salariés. Madame.
je tiens mes promesses. Merci, c'est gentil. Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour. Allez-y. Monsieur avait levé la main aussi tout à l'heure. Non. D'autant que la question va se poser si effectivement on reste limité à 3 mandats. Est-ce que vous voulez faire un commentaire ? Moi, je voudrais juste revenir sur la proportion qui me paraît gigantesque. Et entre les 50% qui prennent le mandat par vocation et ceux qui auraient besoin de le prendre pour être protégés. Et je pense qu'il y a encore en plus un distinguo à réaliser qui est qu'il y a le mandat sur le papier et il y a l'investissement de l'élu mandaté. Moi, je pense que le sujet aujourd'hui concerne, et c'est la grande majorité de nos élus CSE, concerne ceux qui y passent leur santé. Et lorsqu'on a simplement besoin d'être protégé par un mandat, et donc par le Code du travail, on n'exerce pas nos fonctions au péril de notre santé. Donc, voilà, je tiens juste à... On reviendra de toute façon. Je repasse le bébé. Vous avez un micro ? Oui, vous avez un micro. Donc, à Marie-Pierre Pirlot, vous étiez, je disais, médecin du travail, médecin coordonnateur dans une entreprise qui a un peu connu les questions des risques psychosociaux et des suicides, donc la question de la violence à laquelle peuvent être confrontés les élus. Et quand on a préparé cette séquence, vous me disiez, en fait, on est un peu dans la même situation, nous, médecins du travail, que les élus du personnel. D'ailleurs, c'est pas hasard si tous les deux, élus et médecins, on est salariés protégés. Alors je trouvais que cette réflexion était intéressante et j'aimerais que vous la développiez. Merci. Alors, oui, effectivement, en préparant l'émission, mais aussi en lisant le... On n'est pas à la télé, hein, c'est pas Non. l'émission. C'est bien. l'émission. Ah, c'est pas retransmis. C'est en direct. Quel scandale. Bon, donc, mais ça mériterait de l'être. Merci. Donc, en préparant cette table ronde, effectivement, j'ai dit, moi, j'aimerais aborder le sujet avec cet angle des similitudes qu'il peut y avoir entre les médecins du travail et les représentants du personnel, qui m'a sauté aux yeux en arrivant dans un grand groupe, alors qu'elle était passée pour moi complètement inaperçue à l'époque où je travaillais en service interentreprise et où la plupart des entreprises étaient des TPE. On a abordé le sujet tout à l'heure. En fait, il y a la question du travail et du travail caché, comme c'est indiqué dans le titre. Et je pense que si on aborde la question des risques psychosociaux des IRP, il faut vraiment qu'on se penche et qu'on explicite cette question de travail caché qu'on retrouve chez les médecins du travail parce que c'est un travail, hein, on l'a dit, un travail à part entière qu'ils exercent à temps plein ou pas à temps plein, mais dans une entreprise qui ne définit pas ce que le médecin du travail ou ce que le représentant du personnel doit faire. C'est défini par d'autres textes, par le Code du travail. C'est pas l'entreprise qui nous dicte ce qu'on doit faire. Voilà, et ce point commun-là, je pense qu'il est essentiel. Et le travail est caché, ou il devient caché, parce que l'entreprise n'a pas de prise dessus. Je suis un petit peu brutale dans mes propos, mais je pense que quand on pose ce fait, l'entreprise n'a pas de prise et ne peut pas dicter ni aux médecins du travail. En même temps, c'est mieux. Et non, mais c'est capital, c'est essentiel, c'est la base de l'indépendance des deux réseaux. Mais je pense que du coup, ça donne à ces deux réseaux une position très particulière dans l'entreprise, parce que Dans le modèle de l'entreprise. c'est pas dans le modèle classique de l'entreprise qui détermine les postes de tout un chacun. Et ça pose accessoirement, ou d'ailleurs pas accessoirement, la question du suivi de la santé au travail. Donc nous avons commencé les débats avant de commencer ce forum avec Karen, qui s'est posé aux médecins du travail tout au long des années où j'étais chez Orange, quand un élu avait un problème de santé qui nécessitait un aménagement de son poste de travail, nous dit le texte, nous dit le Code du travail, mais que ce poste est en tout ou partie
une mission de représentant du personnel. Comment le médecin du travail est-il légitime pour se positionner là-dessus? À qui il formule la recommandation, puisque l'entreprise n'est pas responsable du poste, mais responsable de la santé de ses salariés, et qui est chargé de mettre en œuvre cette recommandation. Et c'est une difficulté à laquelle nous, médecins du travail, avons été confrontés très très régulièrement, que mes collègues me remontaient régulièrement puisque j'étais le médecin coordonnateur. Et il y a un vide juridique, on n'a pas trouvé la réponse, on se disait que c'était un sujet qui pourrait être intéressant à explorer parce que sous une facette technique, il y a derrière toute la prise en compte de la santé au travail des représentants du personnel dans l'exercice de ces missions. Il y avait un deuxième aspect. Voilà. Et oui. Il y avait un deuxième aspect dont on a parlé en préparant l'émission, justement, c'est celui de l'impuissance à agir. Alors, que je trouvais quand même intéressant parce que comme on le voit bien voilà. S'agissant des représentants du personnel, on ne le voit pas toujours s'agissant du médecin, et pourtant vous êtes un peu logé effectivement. On est logé à la même enseigne. Par rapport aux risques psychosociaux. Je pense qu'on a, là aussi une similitude. Oui, à la fois dans les problématiques et dans peut-être le manque de solutions. On a aussi subi quelques réformes, elles ne vous auront pas échappé, avec une diminution des moyens qui n'est pas négligeable et qui ne fait pas l'objet du sujet d'aujourd'hui, mais les réformes successives n'ont pas forcément été dans le bon sens, elles n'ont pas été que dans le mauvais sens. Mais on a un rôle de conseil. On n'est pas décisionnaire de la mise en œuvre de nos conseils, ni de nos devoirs d'alerte d'ailleurs, comme vous, j'allais dire. Et alors là, je balaye devant la porte des médecins du travail. Pour qu'un conseil soit suivi, il faut qu'il soit documenté. D'où on rejoint la question de la formation, de la légitimité de celui qui parle, des éléments de formation qu'il a derrière lui. Il faut qu'il soit compréhensible et qu'il tienne compte de la réalité de l'entreprise qu'on a, nos deux réseaux, en face de nous. Parce que s'il est totalement hors sol, ce que j'ai de temps en temps vu chez mes collègues médecins du travail, faire des recommandations complètement hors sol, il n'a aucune possibilité d'être mis en œuvre. Et il faut qu'il soit, réaliste, que sa mise en œuvre soit possible et qu'il soit compréhensible, et que ce conseil soit le même, qu'il s'adresse aux salariés, à l'entreprise, enfin peu importe l'interlocuteur. Donc il y a toute cette question du positionnement des IRP, des médecins du travail dans l'entreprise, comme contre-pouvoir, on pourrait le qualifier un petit peu comme ça, mais avec la nécessité d'élaboration d'une alerte, d'un conseil, enfin du contenu du dialogue qu'on a avec l'entreprise, de façon, j'allais dire, extrêmement professionnelle. Et du coup, je rebondis sur ce qu'avait dit la première personne qui est intervenue, sur la question de l'engagement de la personne qui a elle-même été touchée. C'est vrai que moi, je suis très prudente, on va dire, pour ne pas dire réservée sur ce type de parcours, qu'on peut rencontrer qu'on rencontre en médecine du travail et en médecine en général, avec, l'adage « expérience devient expertise ». Et je pense qu'il y a là quelque chose de dangereux, quel que soit le réseau, et sans doute encore plus pour les IRP qui s'engageraient uniquement pour cette raison-là. Parce qu'ils ont vécu, ils deviennent experts de la question, avec le risque justement de délivrer une alerte, un conseil qui ne soit pas suffisamment documenté. Alors, il y avait un dernier point, et puis après on passera aux questions. Si ma mémoire est bonne, il y a mes notes. C'était celui quand même des moyens en temps, parce que souvent les temps sont quand même calculés au plus juste, et la prise en compte du temps de délégation n'est pas forcément intégrée comme étant un temps pendant lequel le salarié sera pas au service de l'entreprise. Exactement, mais la question a été abordée. Oui, dans la question de l'organisation générale du travail qui relève de l'entreprise. Est-ce que c'est de plus en plus vrai? Est-ce qu'on a fait des progrès là-dessus? Moi, j'ai plutôt l'impression, mais
je suis journaliste, donc forcément de mauvaise foi, que c'est plutôt... Non, ça a plutôt régressé Alors, avec l'intensification du travail, avec le fait que les effectifs sont calculés au plus juste et qu'on est censé pas être en arrêt maladie, être en pleine forme, pas avoir de mandat et que tout va bien. alors oui, je pense que ça n'a pas régressé, qu'au contraire... Les marges de manœuvre diminuent. Les marges de manœuvre... L'exemple d'une boutique. Les boutiques, alors ça c'était classique, les personnels de boutique ne venaient pas à la visite de médecine du travail parce que le personnel de la boutique étant calculé au plus juste, il y en avait un qui était en arrêt de travail, le deuxième était en vacances et le troisième avait des congés mandats. spéciaux et celui qui avait des mandats, et on rejoint ce que vous disiez, eh ben, était devant une injonction paradoxale. Est-ce que j'honore mon mandat parce que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, ou est-ce que je laisse tomber mes collègues, et ben, la boutique elle va pas pouvoir ouvrir ou pas pouvoir fermer, enfin voilà. Et en même temps, ça rejoint dans le monde du travail en général, et on évoquait la question ce matin, le fait de faire reposer sur les individus une question d'organisation du travail qui est de la responsabilité de l'entreprise. Ben, merci beaucoup. Alors, madame qui avait levé la main. Alors, qui a levé la main encore ? Madame, juste au-dessus. Après, je vous propose, est-ce que vous voulez faire un commentaire avec Pierre là-dessus ? Oui, particulièrement par rapport à la dame, je suis désolée que vous n'ayez pas trouvé d'écho ou d'écoute chez votre médecin du travail. C'est vrai qu'il y a une particularité, c'est que vous ne choisissez pas votre médecin du travail, le médecin du travail ne choisit pas les salariés qu'il suit. Ça fait partie de la garantie de l'indépendance des médecins. Je pense qu'il y a aussi, pour les médecins du travail, une difficulté à savoir par rapport à quoi ils se positionnent. Est-ce que c'est la partie poste de travail, si vous n'êtes pas à 100% détaché syndical ou IRP, auquel cas c'est facile, hein, on a un poste de travail bien décrit auquel se raccrocher, par rapport auquel se prononcer. Et puis il y a toute cette partie de travail caché qui n'est pas non plus visible des médecins et que certains médecins considèrent comme n'appartenant pas à leur champ de responsabilité, et sur lesquels il est très difficile de se positionner en termes de recommandations par rapport à la préservation de la santé. Et là, je pense qu'il y a un support juridique à mettre en place qui permettrait que ce travail soit considéré comme un vrai travail et sur lequel il y ait des possibilités, je parle de ma petite fenêtre de médecin du travail, pour un médecin de se positionner, je veux dire, en toute légalité sur ce sujet-là. Quand on a essayé de le faire dans l'entreprise où j'étais, mais aussi ailleurs, et on en revient à ce que je disais au départ, c'est un travail dont l'entreprise ne se sent pas responsable. Et du coup, écoutez, si ça ne va pas, on ne peut rien faire, c'est pas à nous que ça appartient. Et je pense que sans doute l'écho que vous n'avez pas trouvé vient peut-être aussi de ça. Moi, je vais vous passer la parole, Hervé Lanousière. Vous êtes directeur de l'Institut national du travail, et avant, je disais que vous étiez préalablement directeur général de l'ANAC, donc tout ça, c'est des sujets qui vous parlent. Mais je voudrais revenir sur la dernière question de madame, parce qu'elle dit, forfait jour, il n'y a pas de... Finalement, la personne fait ce qu'elle veut, elle s'organise toute seule, et bon... En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'employeur, il doit donner les moyens pour permettre à l'élu de faire correctement et son travail et son mandat, en tout cas d'exercer son mandat. On peut supposer que si une personne est en forfait jour, malgré tout, son activité doit être allégée pour tenir compte qu'elle a un mandat.
Enfin, légalement, vous n'allez pas me contredire. On est d'accord. Hervé. Alors, du coup, je suis pris de coup, mais effectivement, cette question des heures de délégation, elle est vraiment passionnante parce que, alors, avant d'être directeur, etc., j'ai été inspecteur du travail, vous l'avez dit, et donc moi, j'ai été très souvent confronté à cette question-là. Alors, en plus, dans un premier temps, comme contrôleur du travail, donc les petites entreprises de moins de 50 salariés, on voit très peu de représentants du personnel, donc on a un métier très technique, et on va voir les fiches de paie, etc. Puis à partir du moment où on arrive inspecteur du travail, on a plus de 50 salariés, là, notre interlocuteur privilégié sont censés être les représentants du personnel, les représentants syndicaux, parce que ce sont nos relais finalement. C'est eux qui vont être garants de l'application du droit, de la dialogue social dans l'entreprise, et donc ils deviennent notre cible principale. Je vais revenir sur la question des délégations, mais du coup, moi je suis évidemment très très interpellé par cette étude, et elle va me faire réagir, donc je vais avoir une réaction qui va peut-être vous faire réagir aussi. Mais elle m'interpelle énormément puisque je suis chargé de la formation des inspecteurs du travail et que par conséquent, la question que je me pose, c'est à quoi je forme aujourd'hui les inspecteurs du travail dans un contexte post-ordonnance Macron sur la question du dialogue social, sachant que c'est une énorme partie dans une formation de 18 mois, c'est une grosse partie de leur formation. Jusqu'à maintenant, jusqu'à une époque, on peut dire contemporaine, la formation des inspecteurs du travail, elle était centrée sur 3 énormes modules en matière de représentation du personnel qui sont très juridiques. Mise en place, fonctionnement, protection. Donc on a effectivement une très grosse formation, très juridique, où on apprend un geste technique, mais vraiment très juridique. Le licenciement, la demande de licenciement d'un salarié protégé, c'est très technique. C'est véritablement que ce soit pour faute, que ce soit pour inaptitude, que ce soit pour motif économique, c'est très technique et donc on concentre toute la formation là-dessus. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais est-ce que ça suffit dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui pour que les inspecteurs du travail puissent appuyer le dialogue social? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la question qu'on se pose véritablement à l'Institut national du travail et avec les administrations centrales, ce sont mes commanditaires, je leur dis, mais est-ce que dans le contexte Macron, dans un contexte post-ordonnance Macron, où on dit finalement on va donner les clés des camions, on reprend du personnel, c'est un peu ça qu'on dit dans les textes, finalement, aujourd'hui la détermination des règles de vie dans l'entreprise, elle va être privilégiée par les accords, et notamment par les accords d'entreprise. Du coup, ça suppose qu'effectivement, toutes ces responsabilités qu'on donne aux représentants du personnel, et je reviendrai aussi sur un sujet qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais le fait que vous avez des objets de dialogue social de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, comment vous vous emparez de ça, et donc du coup, comment les inspecteurs du travail peuvent effectivement appuyer les représentants du personnel dans les entreprises dans un univers qui est beaucoup plus complexe que celui où on se contentait de dire je vérifie la mise en place des IRP à partir de 50. Moi, quand j'étais inspecteur du travail, voilà, plus de 50 salariés, avez-vous mis en place des élections? Et je regardais le procès verbal, je regardais, etc. Je ne me posais pas tellement de questions sur la qualité. Alors, assez vite, plus l'entreprise monte, plus les syndicats vous challengent sur des questions compliquées, et plus vous êtes obligé de sortir de vos gonds et d'aller sur le fond, bien évidemment. Mais je vais revenir du coup sur l'étude, parce que ça veut dire quoi? Donc du coup, si on dit il faut appuyer le dialogue social dans les entreprises, là je réagis maintenant sur l'étude elle-même. Moi ça m'interpelle énormément parce que, vous l'avez dit aussi, je me suis beaucoup intéressé à la question des risques psychosociaux et j'ai beaucoup regretté le déni que le pays a traversé, tout acteur confondu, à commencer par les pouvoirs publics sur ces questions-là. Pendant longtemps, les inspecteurs du travail n'ont pas voulu entendre parler de ces questions-là. Aujourd'hui, et j'espère que ce que je vais vous dire ne va pas vous faire mal réagir, mais je constate un effet un peu inverse, c'est-à-dire que par rapport à cette étude, ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'analyse qu'on en fait. Ce que je constate aujourd'hui, c'est un effet de sanitarisation des problèmes sociaux, de psychologisation des problèmes sociaux, et donc du coup de dépolitisation. Donc, pendant très longtemps, j'ai reproché aux représentants du personnel quand j'étais inspecteur du travail, j'allais souvent les voir les UD en leur disant moi je vais dans les entreprises et vos représentants ils font pas assez de droits. Maintenant je leur dis qu'ils font trop de droits. Et à un moment donné, je leur dis ça s'occupe pas assez des risques psychosociaux, puis maintenant j'ai tendance à penser qu'on peut-être fait un peu trop de risques psychosociaux. Et quand je dis ça, c'est pas du tout une remise en cause de l'étude, parce que j'aurais surtout pas l'outrecuidance de contester la souffrance des représentants du personnel. Par contre, quelle analyse on fait de cette souffrance? Est-ce que moi je forme les inspecteurs du travail à la prévention des risques psychosociaux des IRP? Et là, à mon avis, je rate une case énorme si je fais ça. Ou est-ce que je dis non? La question, c'est celle du dialogue social, parce que la lecture que moi je fais de cette étude, c'est quand même qu'on a des représentants du personnel qui souffrent, c'est un facteur de risque psychosocial qu'on connaît bien, un fort sentiment d'impuissance à agir et d'impuissance à analyser. Alors, quand je dis impuissance à analyser, et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement, parce que les inspecteurs du travail sont à la même enseigne. J'ai dit à l'instant,
quand même aujourd'hui, on vous demande d'être consulté ou de négocier, non plus seulement sur l'augmentation annuelle des salaires ou sur la durée du travail, mais sur l'égalité professionnelle, sur la prévention de l'usure, sur le partage de la valeur, sur la transition écologique, sur des thèmes, excusez-moi l'expression, mais où on se retrouve comme des poules devant un couteau. C'est-à-dire, quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose et quelle analyse je fais, comment des représentants du personnel peuvent lire la dynamique de croissance de la pyramide des âges d'une entreprise s'ils n'ont pas été outillés pour le faire, pour travailler sur l'usure professionnelle, pour travailler sur l'égalité professionnelle homme-femme. C'est quand même éminemment compliqué. Donc déjà ça, c'est quand même énorme. Et puis la deuxième chose, dans le pouvoir d'agir, je pense que cette impuissance, elle interroge quand même, on l'a pas encore dit, la qualité du dialogue social dans ce pays. C'est-à-dire, on parle de vous depuis tout à l'heure, mais enfin, pour moi, ancien expert du travail, il y a des employeurs aussi quand même. C'est-à-dire que votre impuissance, et je ne voudrais pas faire de la démagogie, mais enfin, quand même, l'impuissance d'agir des représentants du personnel, elle traduit aussi cette difficulté. Je fais écho à une étude que vous avez fait paraître il y a quelques mois où vous disiez les représentants du personnel ont répondu majoritairement le fait que leur avis n'est pas entendu. Vous avez le sentiment que votre avis n'est pas entendu et que tout ce que vous faites, etc., n'est pas pris en compte. Et donc ça dépend de quoi? Ça dépend aussi de la façon dont l'employeur lui-même vous écoute, vous entend, comprend, etc. Donc pour moi, la qualité du dialogue social, c'est pas seulement retravailler sur les moyens des représentants du personnel, c'est quand même travailler sur la qualité du dialogue social, et vous l'avez très bien dit en disant, ne nous trompons pas, c'est l'organisation du travail qui veut nous intéresser. Et donc l'organisation du travail, qui est-ce qui a pris sur l'organisation du travail, si ce n'est l'employeur? Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'effectivement, du coup, on psychologise trop et qu'on aille dire, même si évidemment je ne dénie pas encore une fois la souffrance des représentants du personnel, mais qu'on aille dire, il faut booster, il faut mieux former les représentants du personnel à recevoir des gens qui sont en difficulté eux-mêmes individuelles, parce que c'est une réalité, du coup, qui deviennent eux-mêmes des psychologues. Et du coup, on passe complètement, encore une fois, à côté des problèmes sociaux collectifs. Donc, je pense que, enfin, vous voyez, ma réaction, elle est liée au fait que, pour moi, aujourd'hui, il ne faut quand même pas qu'on passe à côté du sujet. Il faudrait peut-être repolitiser un peu le sujet en disant, mais comment se fait-il aussi que les représentants du personnel aujourd'hui se trouvent dans cet état de souffrance et ce sentiment d'impuissance à agir? Peut-être parce que le dialogue social est en partie fictif au-delà des mots qu'on peut entendre et qu'il y a des vraies difficultés à avoir des consultations qui se traduisent par une prise en compte du point de vue, ce qui ne veut pas dire je fais ce que les délégués m'ont demandé, mais je modifie ma décision en fonction des échanges que j'ai eus avec eux. Et pour moi, l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait quand même pas qu'on oublie que derrière ces difficultés que vous vivez, et encore une fois que je ne conteste absolument pas, et du coup ça m'amène à conclure sur la partie heure de délégation, parce que, autre erreur effectivement qu'on pourrait commettre, et là aussi je ne vais certainement pas me permettre de dire que vous avez trop de moyens, mais ça serait de penser qu'il suffit de mettre des moyens supplémentaires, et notamment plus d'heures de délégation, parce qu'on a eu des très bons exemples depuis tout à l'heure, vous l'avez dit. Moi, comme inspecteur du travail, j'étais très souvent confronté à des représentants du personnel qui ne prenaient pas leurs heures de délégation, pour les raisons que vous avez citées, pour des raisons de conscience que vous avez citées, de conscience professionnelle, de gens qui disent j'ai aussi un job, je vais rester en prise avec mon travail, je veux rester en prise, j'ai envie que le travail dont j'ai la responsabilité, que les délais soient respectés, etc., etc. Donc ça, c'est très courant. J'ai aussi eu affaire à une très grande entreprise au moment des risques psychosociaux, dont le premier réflexe a été de me dire, quand on est allé la voir, au moment où il y avait tellement de suicides, elle nous a répondu « Les CRP n'ont pas assez de moyens, pas de problème, vous voulez qu'on double les heures de délégation ? Il n'y a pas de problème, ils ne les prennent pas. Donc si vous voulez, demain, on multiplie toutes les heures de délégation par deux. » Et puis, bien évidemment, vous l'avez dit, par ailleurs, aujourd'hui, il y a des modalités d'exercice des métiers qui font que ce n'est pas le nombre d'heures de délégation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de moyens, je suis en train de dire, attention, méfions-nous aussi de tout ce qui serait purement quantitatif et qui consisterait à dire, on va vous donner plus de mandats, parce que on risquerait effectivement de taper à côté de la cible. On est d'accord, parce que, ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Entendre un haut fonctionnaire dire ça, je savais que tu allais faire un tabac. Mais pour autant, alors, comment? Ça fait pas toujours plaisir quand je dis ça. Mais... Si, là, tu as un public acquis, donc il n'y a pas de problème. La question, c'est repolitiser, redonner des moyens. Est-ce que c'est pas justement de redonner du pouvoir et du pouvoir d'agir? Et donc, par exemple, recréer un CHSCT, parce qu'on voit bien que ça manque, un CHSCT, une instance dédiée ou quelque chose qui va se rapprocher du travail, puisque le CHSCT n'avait pas forcément bien réussi partout, mais enfin c'était moins pire qu'aujourd'hui, mais en même temps avec un pouvoir d'opposition dès l'instant qu'il y a des problèmes aussi lourds en termes de santé qui sont en jeu, ce qui était, ça a été à un moment discuté. Est-ce que c'est ça? Parce que là, du coup, on n'est plus dans des moyens matériels en heures ou en, je sais pas quoi, en ordinateur ou je sais pas quoi, mais on est bien dans des moyens plus politiques, qui est de contraindre, enfin de rendre le dialogue social plus égalitaire, c'est-à-dire quand, par exemple sur des risques graves,
le CE ou le CSE ou le CHSCT ou je ne sais pas qui dit bah non, cette réorga, vous ne pouvez pas la faire comme ça, et donc vous revoyez votre copie. Plutôt que de dire vous avez rendu votre avis, donc l'avis a été rendu dans les formes, l'inspecteur du travail peut venir, il peut contrôler que l'avis a été rendu par les formes, et je fais comme j'avais prévu de faire, et je ne tiens pas compte donc du dialogue social. Est-ce que c'est ça la solution ou pas? Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vraie question, c'est celle-là. Du coup, moi, aujourd'hui, on se dit comment on forme nos agents, mais comment on prépare, on aide les représentants du personnel à agir sur la qualité du dialogue social et la loyauté, du coup. Parce qu'il y a une obligation de loyauté de l'employeur dans la négociation des parties, et notamment de l'employeur. Et donc, encore une fois, vous avez tout à fait raison. Hein, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des consultations facialement extrêmement conformes à la loi, avec énormément de réunions où on vous donne énormément de documents, etc. Ça renvoie à la capacité d'analyse. Qu'est-ce que vous faites décider comment vous les interprétez, comment vous êtes capable d'apporter des contre-propositions à l'employeur, etc. Moi, ma conviction, mais ça, alors pour le coup, c'est ce que je pense et ce que je fais valoir en règle générale quand on me demande mon avis au ministère, c'est que l'idée qu'il aurait fallu pousser, me semble-t-il, c'est que justement pour répondre aux configurations très complexes, très différentes qu'il y a d'une entreprise à l'autre, c'est de permettre aux partenaires sociaux, c'est d'avoir un socle évidemment prévu par la texte d'ordre public en matière de représentation du personnel, mais c'est de permettre aux organisations syndicales et aux employeurs et aux RH en général auxquels ils ont affaire à adapter la configuration de la représentation du personnel à la configuration de l'entreprise. C'était un peu le rapport Verquin. Oui, par exemple. Et donc, c'est de se dire, effectivement, c'est pas la même chose. Pour le coup, moi, quand j'étais inspecteur du travail, j'étais quand même assez sidéré d'avoir un seul et même texte à faire appliquer, suivant que j'étais dans une unité économique et sociale, un groupe national, un groupe européen, un groupe international, une entreprise à succursales multiples, du commerce de détail alimentaire. C'est pas quand même du tout la même organisation. Et du coup, on calque parfois des modèles de représentation du personnel qui sont pas adaptés à la réalité sociale. Donc, je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est de se poser la question sous l'angle de quoi avez-vous besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et c'est pas forcément un nombre d'heures, c'est pas... Et moi je le dis parce que en tant que directeur de l'INT, j'ai 4 organisations syndicales d'agents, et que les discussions que je vais, vous dire très honnêtement, on s'est un petit peu affranchi, quand j'étais à l'ANAC, j'ai fait la même chose, on s'est un petit peu affranchi des textes sur le CHSCT, etc. On a travaillé entre nous sur quelles sont les modalités de fonctionnement que l'on peut avoir pour pouvoir effectivement travailler chacun, moi avec mes intérêts, vous avec vos intérêts, de manière correcte. Et donc on avait, du coup, à l'ANAC, par exemple, préfusionner nos instances, mais pas pour réduire le nombre des mandats. Moi, j'avais dit, je suis prêt à multiplier par 2 le nombre des réunions, c'est pas le sujet. Par contre, je veux qu'on discute des questions de santé au travail en même temps que des questions d'organisation, parce que je ne peux pas faire la séparation entre les deux. Et eux, ils étaient d'accord avec ça, et donc on a travaillé sur ces questions-là. Mais par contre, on n'a pas lésiné sur les moyens. Et je pense qu'effectivement, il faudrait que les entreprises puissent, que les représentants du personnel puissent déterminer ces moyens, et beaucoup plus de marge de manœuvre, c'était que ce qu'on peut effectivement rencontrer aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je suis clair dans les propos, mais en tout cas... Karen voulait répondre, et puis après il y a des questions, puis après il y a François. Oui, un petit mot juste très très rapidement. Je pense qu'il y a certes pas... La question de leur délégation et des moyens matériels n'est certainement pas là où on fait la solution se trouvera, c'est assez évident. Pour autant, je pense que la qualité du dialogue social est certainement en effet la clé. Mais cette qualité du dialogue social, elle ne peut être dans l'entreprise qu'à partir du moment où on remet de l'équilibre. Cet équilibre est manquant et le vilain mot, il s'est aggravé. Le déséquilibre. Et voilà, le déséquilibre s'est aggravé. Et le vilain mot qui me vient à l'esprit que le patronat déteste entendre, c'est le mot contrainte. Et je crois qu'à un moment donné, si d'une manière direct ou indirect, on ne rétablit pas un tant soit peu de contraintes, alors pas de manière démesurée et pas de manière disproportionnée, pas de manière inintelligible, mais si on ne considère pas, et ça peut être la piste de ce que vous évoquiez, qu'à l'appui d'un travail d'experts documenté, référencé sur l'impact d'une éventuelle décision de l'entreprise sur les conditions de santé et de sécurité des salariés, on ne permet pas, admettons, à un CHSCT ou à une représentation du personnel de bloquer la mise en œuvre de cette décision, on n'y arrivera pas. Et la contrainte, elle se situe là. La contrainte, elle peut aussi être fondée, pensée, et raisonnable. Et je pense que ça n'est plus un gros mot que de se dire à un moment donné que le patronat doit être quelque peu sous contrainte, surtout sur les questions de santé avec lesquelles on ne doit pas transiger. Voilà. Alors, il y a une question là-haut, et puis après je passe la parole à François. Oui, question courte.
Merci. Je pense que c'est partagé. Alors, François, je disais donc tout à l'heure que tu étais directeur des activités santé et travail, président de la FIRPS, Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Ça t'inspire quoi Pas de surprise quand même. Non, alors moi je suis un spécialiste des représentants du personnel qui ne vont pas bien. Mais j'ai oublié de préciser que tu intervenais notamment sur les suicides. J'interviens principalement suite à des suicides en entreprise. Donc un CSE m'appelle suite à un suicide. En général, vous ne serez pas surpris, les représentants du personnel que je rencontre, ils vont pas bien. Et la première chose que je leur dis, je prends toujours cette comparaison avec le transport aérien. Si quand le personnel de bord vous explique le fonctionnement des masques à oxygène, si vous êtes avec un enfant, que vous disent-ils? Ils vous disent mettez-vous le masque et ensuite à l'enfant qui est à côté de vous. Alors pour du personnel, c'est pareil. Si vous-même vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas faire votre travail, vous ne pourrez pas vous occuper des gens que vous représentez. Donc il faut prendre soin de vous. Première chose, mais il faut et chaque fois que je le dis, mais je vous garantis, ça fait du bien aux gens que je rencontre. Parce qu'ils sont en train de s'occuper de tout le monde et ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes, ils vont pas bien. Bon, et puis que dans des situations très difficiles, si on ne va pas bien, il faut savoir se retirer, exercer un droit de retrait, laisser des collègues qui vont être mieux à même de faire face à des difficultés de ce type-là s'en occuper, et puis reprendre d'autres activités, voilà. Et puis aussi, il faut échanger entre élus sur ces difficultés du métier d'élu. Et ça aussi, c'est indispensable. On dit la même chose quand on parle du travail. Débattre du travail, ça fait partie du travail, et ça améliore le travail. Donc débattre entre élus des difficultés de votre métier d'élu, c'est une des premières solutions. Et bon, et donc, alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des difficultés, parce que traiter des cas extrêmement difficiles comme ceux que j'évoque, j'ai aussi vu des équipes d'élus traverser des difficultés, mais en sortir plus fort. Avoir construit entre eux une confiance. Et ça, c'est un puissant moyen. Moi, je suis frappé dans les entreprises à quel point la confiance est une ressource. Alors, je ne suis pas dans le monde des bisounours, ça ne se délègue pas, mais il y a des entreprises où, on va commencer au sein du syndicat, cette condition n'est pas toujours réunie. Entre organisations syndicales, je sais très bien qu'il y a des tas de contextes différents, mais en tout cas, quand on arrive au moins sur certaines questions à travailler en confiance, je suis vraiment pas du travail, on fait des gains de productivité, puisqu'on parle du travail d'élu. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'on raisonne sur la productivité du travail d'un représentant du personnel, parce que j'observe souvent des pertes de temps. Enfin, quand on commence un CSE par la lecture d'une déclaration par organisation syndicale de 6 pages, le plus long possible, pour emmerder le plus possible la direction, est-ce que c'est le meilleur usage qu'on fait de son temps d'élu? J'en suis pas sûr. Après, il peut y avoir des contextes qui expliquent pourquoi on en est arrivé à ça. Voilà. Donc, c'est pas choquant de travailler là-dessus. Et il y a aussi... moi, je veux insister aussi sur le fait que les interlocuteurs des représentants du personnel, les RH de proximité, les préventeurs, les médecins, il y en a aussi qui ne vont pas très bien. Et ils sont aussi confrontés à la souffrance des salariés, à des situations de harcèlement qui, de mon point de vue, alors on sait qu'elles se multiplient dans les entreprises, et c'est au moins en partie le résultat des ordonnances Macron. Quand on a supprimé le tissu très maillé des représentants du personnel, des délégués du personnel, qui identifiaient les problèmes tôt, qui les posaient tôt, et qui permettaient que des solutions soient trouvées, quand le management savait que s'ils étaient en train d'étouffer un problème, ils ne pourraient pas le faire longtemps parce que les délégués remonteraient le problème au-dessus. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Enfin bref. Donc, il y a des tas de sujets. Cette souffrance des salariés, auxquels vous êtes confrontés en tant que représentant du personnel, elle n'est pas facile à gérer pour les RH de proximité, pour tous les préventeurs. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Et de ce point de vue-là, j'observe aussi qu'il y a des entreprises où, entre ces différents personnages, il y a un travail assez efficace qui existe. Où, même si on s'affronte sur certains sujets, quand il y a une situation individuelle difficile, on a le bon interlocuteur côté direction qui va réellement écouter, des solutions vont essayer d'être trouvées, etc. Et ça participe d'une efficacité du travail d'élu et ça combat le sentiment d'impuissance. Et puis il y a d'autres entreprises où, quel que soit le sujet, on s'embrouille et où là, effectivement, on peut avoir des situations très, très difficiles. Voilà. Mais si on parle du travail d'élu, parler de productivité n'est pas choquant. Et parler aussi de la bonne répartition du travail, division du travail. Parce qu'on a fusionné CE, CHSCT. C'est comme si on avait du gouvernement.
Il n'y a plus que le Premier ministre. C'est pas la peine d'avoir un ministre de l'Éducation, un ministre de l'Armée, un ministre des Affaires étrangères. Vous êtes omniscient, vous traitez toutes les questions. Un représentant du personnel, il est censé tout savoir sur tous les sujets, etc. Bon, c'est une ineptie. Donc, il y a des CSE qui s'organisent bien, qui répartissent le boulot entre les différents membres, un peu comme les adjoints d'un conseil municipal. Et puis, il y en a d'autres où tout le monde parle de tout le temps, reprend tous les sujets tout le temps. Là aussi, on peut parler de la division du travail bien organisée, l'organisation du travail d'une équipe d'élus. Ça donne une certaine efficacité, ça combat le sentiment d'impuissance. Et face à une équipe bien organisée, avec une bonne répartition du travail et tout, bah, une direction, elle en tient plus compte. Moi, je vous le garantis. Enfin, j'ai observé de très nombreuses fois. Alors, on a fait le tour, il est 12h15. Est-ce que vous avez des dernières questions pour la route ? Merci. Alors. Donc c'est des discussions entre pairs qui sont supervisées. Ouais, alors ça tombe bien parce que Pierre Pirlot, c'était une des propositions qu'elle voulait faire. Ça me semble effectivement extrêmement important. Merci, madame. Parce que pour ce type de, j'allais dire, de profession, de mission, enfin voilà, c'est extrêmement important de pouvoir déposer dans un endroit dédié, avec une liberté totale d'expression, puisque ce qui est dit en supervision ne sort pas de la supervision, supervisé par une personne compétente pour le faire, et du coup de permettre ce partage entre pairs, des difficultés rencontrées et des solutions trouvées. Et surtout de reconnaître qu'on n'est pas seul dans les difficultés rencontrées. Effectivement, ça se fait pour les psychologues, ça se fait pour les médecins, ça se fait pour toute une série de professions où c'est même non seulement conseillé, mais parfois même obligatoire. Ça se fait de plus en plus chez les travailleurs sociaux, voilà, ou même chez les aides à domicile, etc. C'est-à-dire un temps dédié, alors il n'est pas forcément supervisé, encore que, mais des fois supervisé par une ancienne, quelqu'un qui a une expérience et qui permet la discussion collective entre pairs, dans un cadre où chacun se dit ce qu'il a à se dire sur les pratiques, sur ce qu'il fait, sur comment il se débrouille de tels problèmes, avec quelqu'un qui anime cette discussion, en qui quelqu'un qui a la confiance de tout le monde. Voilà, pour le dire plus simplement. Il y avait Frédéric. Oui, merci. Je vais juste reprendre la parole parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées qui m'ont fait penser à la complexité du problème et à la diversité des échelles qui sont concernées finalement par cette thématique-là, qui va de l'échelle individuelle et personnelle jusqu'à la dimension collective, les organisations et même notre modèle culturel de relations professionnelles qui hérite d'une histoire assez compliquée et relativement antagoniste finalement entre les intérêts, on va dire rapidement, du capital et du travail, mais qui peut prendre des formes qui s'actualisent aujourd'hui et qui a pour effet justement peut-être de fragiliser encore plus les représentants du personnel. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, au-delà de cette variété des échelles d'action, hein, puisqu'on peut agir du coup à différentes échelles avec plus ou moins d'efficacité et d'urgence, il y a la question aussi que je résumerai, alors c'est un mot un peu valise, hein, mais vous allez voir que j'ai une pirouette à la fin, c'est la question du sens du travail syndical, puisqu'on a entendu la nécessité d'obtenir des résultats, et donc aussi peut-être qui interroge la manière dont les directions d'entreprise jouent et respectent le jeu du dialogue social, comment faire la démonstration de son utilité, comment intégrer aussi le mandat dans un parcours professionnel et en quelque sorte banaliser ou accepter cette activité ou ce travail syndical comme étant un travail parmi d'autres dans une carrière professionnelle et pas en faire une étape stigmatisante ou problématique et penser la sortie du mandat. Donc pour moi, c'est constructeur aussi d'un sens du travail syndical. Et il se trouve qu'à partir de demain et après-demain, au CNAM, on organise 2 jours complets consacrés à cette question du sens du travail. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre ce qui va s'y passer, parce que je pense qu'on est complètement en lien aussi avec le sujet. Et il y a une table ronde demain aussi au CNAM sur la question du sens du travail et du syndicalisme. Donc on est raccord avec le sujet. Eh bien, merci Frédéric. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Voilà.
Jean-Mathieu, tu... Oui, on voulait vous remercier d'avoir pris vos heures de délégation ce matin pour venir. Et si vous en avez encore, on organise des webinaires pour prolonger les échanges, les débats sur différents sujets qui concernent les prérogatives des représentants du personnel. Ce débat ce matin a été enregistré. La semaine prochaine, vous aurez la possibilité de le voir en replay et je parlerai sous le contrôle d'Amandine. On vous communiquera également le support qui a été présenté avec les différents résultats de l'enquête. Et je m'associe à François pour remercier l'ensemble des intervenants. Et moi, je les remercie aussi. Il y aura nécessairement un papier dans Santé et Travail. Vous trouvez des bulletins d'abonnement, donc ne repartez pas sans. Merci à vous, bon après-midi et bon courage pour la suite dans vos mandats. François, j'ajoute quelque chose parce qu'il n'en fait pas assez. Il y a des bulletins d'abonnement individuels et il y a maintenant des offres pour CSE. Oui. Hein, comme ça, vous abonnez votre CSE, comme c'est un média numérique, tous les membres que vous déterminez sont collectivement abonnés. Donc c'est une nouvelle offre qui est tout à fait adaptée pour que vous puissiez suivre ces débats avec le média qui va bien. Merci François, bonne journée.